Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Moi de même. On se connaît depuis longtemps Oui, et on a bien travaillé ensemble, on a fait plein de choses. oui. Mais je crois savoir que vous êtes depuis très longtemps Oui. dans le quartier. Oui, Et ça nous intéresse beaucoup, nous, l'association ADRAC, parce qu'on s'intéresse à la mémoire des Halles, à la mémoire du quartier des Halles, à tout ce qui est arrivé dans ce quartier depuis des années et des années. oh oui. Et je voulais d'abord vous demander quand est-ce que vous êtes arrivé aux Halles? Je suis arrivée exactement en novembre 1973. Ah, c'est pas mal, Donc à l'époque, il y avait un énorme trou. c'est ça? Enfin, il n'était pas complètement achevé encore, le trou, mais il y avait un trou qui se constituait. Et c'était, le quartier entier était un chantier incroyable. J'aimais beaucoup le quartier des Halles, que je connaissais un peu pour y avoir traîné, comme à peu près tous les Parisiens. Et la perspective d'avoir un logement ici m'a enchantée. Parce que, vous l'avez trouvé? et voilà, je l'ai trouvé par l'intermédiaire d'une petite annonce sur un journal. Là, à côté, rue Lescaut, là. Oui. Bon, c'est ça. Oui, c'est ça, au coin de la rue Rambuteau et de la rue Lescaut. Donc devant le trou. Devant le trou, oui, tout à fait, c'était à quelques mètres le trou. Hein, et je dois dire que il y avait un mépris pour ce que pouvaient ressentir les habitants assez considérable, parce qu'il y avait des trous qui se mettaient partout et on voyait surgir des petits ponts en bois au sortir des maisons ou au tournant d'une rue, en permanence, en permanence. Ce qui m'a le plus étonné, c'est tout au long de ces travaux-là, c'est la fermeture de tous les magasins qui existaient autour. Ah oui, oui, forcément, ils ne pouvaient plus être actifs. Voilà, c'était des magasins, parfois en gros ou demi-gros, des boutiques de produits, parfois de luxe, parfois aussi des produits plus modestes, et qui ont fermé au fur et à mesure. La rue Montorgueil, il y avait des magasins d'une très grande qualité, où on venait de tout Paris, parce que c'était un quartier pas cher. Ah oui. Où on vendait des produits pas chers, parce que c'était des gros, demi-gros et détails. Voilà. Alors détail, ça se faisait plutôt plus tard dans la journée, le gros se faisait tôt le matin. En fait, personne n'était content. Au départ, on devait construire, le projet c'était de construire une tour. Ah, déjà, ils avaient pensé à une tour. Une énorme tour qui devait faire le pendant avec celle de Montparnasse. D'accord. Et en fait, tout le quartier devait être rasé. Ça, je ne me souviens pas de ça. Et moi, habitant ici, quand j'ai appris ça, j'ai commencé à trembler parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais devenir? Tout le quartier devait être rasé jusqu'à Pompidou, jusqu'au musée. Oui. Ça avait été pensé, ça? Oui. Et puis, il y a eu des protestations. D'abord, des protestations et des manifestations contre la démolition des Halles Baltard. Oui, ça, je me souviens. Oui. Mais ça n'a pas arrêté les démolisseurs. Mais la mobilisation quand même s'est internationalisée et là il y a quand même eu un arrêt. Et les partisans de la construction de la grande tour ont renoncé. Ça, je ne me souviens pas de ça, mais ça a été, c'est passé aux oubliettes cette histoire de grande tour. Oui, mais c'était un projet... C'était possible, enfin il y a des gens, il y a des cerveaux qui ont pensé à ça. Ah oui, enfin moi j'ai toujours cru à ça parce que c'était ce qu'on nous disait. Il n'y avait pas la formation telle qu'elle peut exister à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'échange entre le citoyen et les tenants des informations. Il y a eu des bâtiments qui ont été construits, qui ont été détruits. Par exemple, Beaufil avait construit un magnifique immeuble jusqu'au 2e étage. Vous connaissez Beaufil? Bien sûr, Ricardo Beaufil. Voilà, c'est un architecte espagnol, catalan. Avec Giscard d'Estaing, pour ne pas le citer. Oui, et il a construit des choses plutôt bien dans Paris. Et ce bâtiment-là a été construit jusqu'au 2e étage. Je râlais un peu parce qu'il me dissimulait Saint-Eustache.
Et puis il a été détruit. Ah bon? Parce que ça ne convenait pas. Voilà. D'accord. Parce qu'ils ont estimé que ça ne marchait plus. Et puis un jour, Chirac a dit, c'est moi l'architecte maintenant. Ah bon? Donc M. Chirac a décidé d'écouter davantage ce qui pouvait se dire autour. Et comme tout le monde disait, il y a un trou. Gardons le trou. Et faisons en sorte que ce trou reste, qu'il n'y ait pas grand-chose qui dépasse. D'accord. Et donc la décision de faire les halles en profondeur s'est prise à ce moment-là. Ah d'accord. Parce qu'en fait, c'était pas acté en fait, c'était pas gagné encore. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on construisait aussi le RER. Ça oui. Et on a détruit les halles Baltard parce qu'il fallait. Il fallait faire des tunnels, etc. Et donc les tunnels. Et les tunnels à l'époque étaient incompatibles avec. Parce que sous les halles Baltard, il y avait des souterrains. Oui, il y a des mûrisseries. Voilà. On stockait de la nourriture, on faisait plein de choses là. Mais alors, si je me souviens, un jour, vous m'aviez dit que vous aviez connu les gens qui avaient fait un tournage, là. Ah oui, Touche pas à la femme blanche. Parce que j'ai vu ce film, il est génial, tout le monde... Absolument génial. Je le trouve génial. Mais comment ça se fait, comment vous avez pu rencontrer les gens qui ont fait le tournage? C'est des amis, nous avons des amis communs, et j'avais une amie... qui était une amie de jeunesse de la femme de Marco Ferreri, Jacqueline Ferreri. Donc mon amie Catherine était une amie de jeunesse de Jacqueline. Et on s'est connus comme ça, moi, parce que j'admirais beaucoup le travail de Marco Ferreri. Ah oui. C'est un super réalisateur. Oui, c'est un metteur en scène tout à fait particulier, original, avec une vision du monde d'un grand pessimisme, mais un pessimisme poétique. Vos enfants, ils ont grandi au Halles? Oui, ils ont grandi au Halles, ils ont fait le parcours qu'ont fait tous les enfants du quartier, la maternelle à Saint-Germain-l'Auxerrois, et la magnifique petite école. Mes enfants l'appellent l'école Playmobil. Ah oui. Et l'école de l'Arbre Sec, qui est aussi une très jolie école, et le collège Poquelin. Ils ont fait la série. À la suite. Ils ont fait tout, Voilà, c'est le parcours des enfants qui vivent dans le quartier. Et vous avez eu, à côté de votre travail d'infirmière, il faut le dire, une activité militante. On peut dire ça? Toute ma vie, oui. Ouais. Toute ma vie, j'ai été une militante politique, syndicale. Depuis mon enfance, je suis intéressée par cette activité-là, sur le plan intellectuel, tout autant que sur le plan pratique. C'est toujours ce qui m'a plu le plus. Je n'ai jamais arrêté de militer. J'ai participé au bureau de vote. Ouais. Ça, c'est le minimum qu'on puisse faire quand on veut avoir une activité citoyenne. J'ai participé aux parents d'élèves et puis au conseil de quartier où nous nous sommes heureusement rencontrés. Mais le quartier, moi je trouve, il a beaucoup évolué, évidemment, en 30 ou 40 ans. Oui. Mais en fait, ce qui s'est passé dans ce quartier, on parle toujours de la destruction des halles Baltard. Je pense que le bouleversement le plus important est venu de la destruction des bâtiments. Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont été détruits. Ça, oui, on le sait moins, ça. Les bâtiments où les gens habitaient. Où les gens habitaient. Par exemple, là où il y a du 114 au 120 rue Rambuteau, il y a un bâtiment neuf et derrière une usine de refroidissement. Tout à fait, oui. Et pour construire cette usine de refroidissement, on a donc rasé tout un bloc. Oui. Alors je ne sais pas si on n'aura pas pu faire autrement, ça je n'en sais rien, mais c'est ça qui a fait le drame. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été expulsés. Du jour au lendemain. Alors, vous avez eu le trou des Halles, plus... Oui. Il y a combien de temps? Ça fait 10 ans, non? Oui, 10 ans à peu près, oui. 10 ans où ils ont fait une chouette démolition. Là, c'était pas très agréable parce qu'on a eu là à nouveau beaucoup de bruit et de poussière. Ouais. C'était épouvantable.
En 40 ans, 2 démolitions, c'est pas mal. Mais on n'a pas vécu le même traumatisme, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune expulsion. Oui, ça c'est déjà pas mal. Ouais. Aucune destruction d'habitation, et aucun bouleversement sociologique. On a continué à vivre à peu près de la même façon. Et c'est pas tout à fait la même chose. Ça s'est cantonné seulement aux bâtiments commerciaux. Oui, tout à fait. Ça a duré longtemps. Moi, j'ai l'impression que ça a duré vachement longtemps. C'est un chantier pharaonique. Du bruit. Faire un gros chantier comme ça à l'intérieur d'une ville, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, il y avait la concertation, vous vous souvenez? Bien sûr, oui. Il y a la concertation qui était censée régler les problèmes entre les habitants et les représentants du chantier. Je trouve que la canopée a certains côtés plutôt agréables. Quand on est dessous, c'est vraiment un lieu magique. Ah oui. Mais de loin, je trouve ça massif. Je trouve ça massif, je m'attendais à quelque chose de plus léger, quoi. Là, ça occupe tout un pâté de maisons considérable. Il n'y a qu'un seul endroit où on peut avoir un point de vue qui rend hommage un peu à la construction, c'est quand on est en face de la bourse du commerce, enfin, le dos à la bourse du commerce. Oui. Quand on le voit de ce côté-là. Quand on le voit de loin, comme ça, on retrouve une harmonie. Une vague, oui. Merci Françoise. Merci Emmanuel de m'avoir accueilli et de m'avoir fait évoquer les souvenirs de ma vie dans notre quartier. Quelques souvenirs. Quelques souvenirs. La suite au prochain épisode. Par exemple.